Bonjour, l'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission de culture, une émission de dialogue, une émission d'enrichissement réciproque avec toutes les générations, les anciennes comme les jeunes. Aujourd'hui, nous mettons le Cameroun à l'honneur. Le Cameroun est un pays phare, un pays qui a de très bons cadres, un pays qui, sur le plan du développement, n'est pas du tout en arrière comme beaucoup d'autres pays africains. Alors, il y a une personnalité camerounaise de la diaspora qui a initié ce que nous appelons le Festival panafricain du cinéma à Cannes. Il est tout à fait normal que ce grand homme, ce grand cinéaste, ce grand, disons, bâtisseur de la culture camerounaise et africaine, qui soit l'un de nos grands invités en la personne de Basile. Basile, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Le fait que vous allez faire ce cinéma à Cannes, ce cinéma panafricain à Cannes, en quoi ça consiste exactement? En tout cas, bonjour à vous. Et ça dépend aussi de l'heure où ça va être reçu à travers le monde, dans tous les cas. Merci de m'avoir déjà invité, hein, d'avoir pensé à moi, hein, pour pouvoir partager, échanger et impulser aussi, parce que c'est important. Hein. Lorsqu'on se rencontre, forcément, les idées qui vont sortir de là pourront peut-être être les idées qui vont avoir un peu d'impact sur ceux qui vont suivre cette émission, et peut-être que ça va ouvrir des portes. Mais j'en suis certain d'ailleurs, c'est fait pour ça aussi, échanger ces expériences-là. Alors, si on revient au Festival international film panafricain de Cannes, qui va avoir 22 ans aujourd'hui, je suis canois aussi, hein, donc je suis français aussi. Donc en fait, ma multiculturalité m'amène à voguer, d'avoir mes casiers en fait. Hein. Donc parfois, j'ouvre un casier, celui-là qui est spécifiquement sur un dossier français, j'ouvre le deuxième qui est peut-être sur un dossier africain, le troisième qui est sur le dossier mondial, enfin bref. Donc tout ça, tout simplement pour dire que d'un côté, l'impact de toute décision, de toute chose, est forcément aussi ressenti quasiment dans le monde entier. Je veux dire que lorsqu'on tousse à Cannes, on touche à Paris, on touche aussi à Jakarta, à Douala, ou à Yaoundé, ou encore à Abidjan, ou à Cotonou. Nous sommes liés, nous sommes liés par cette force de la vie. Hein. Donc, parce que je ne parlerai pas d'humanité, parce que l'humanité aujourd'hui, c'est d'abord une fabrique personnelle et collective, et qui est aujourd'hui je dirais, remise en cause énormément, hein, à travers le monde, ce qui est incroyable en fait. Hein. Et puis bon, nous sommes aussi sur une terre qui est celle de la citoyenneté contemporaine. La France a fabriqué aussi je dirais, ce concept, cette manière, cette posture aussi. Et il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier parce que nous avons, pour notre génération, eu l'occasion de vivre de très belles choses à travers ça. Et je pense qu'on peut tirer avantage de tous ces éléments-là pour arriver donc à pouvoir entretenir la paix, parce que là, on revient là-dessus, parce que c'est par là où les solutions, enfin, c'est par là qu'on va trouver les solutions. On a besoin de cette fabrique de la paix qui malheureusement n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour de certains de nos gouvernants, où effectivement la guerre est un élément majeur. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de la guerre pour impulser la croissance, quoi. Mais tout ça pour dire que dans ce contexte dans lequel on est, le cinéma est important. Le cinéma, l'image est quelque chose de magnifique. Et lorsqu'on a la chance d'être dans cette capitale du cinéma mondial, qui est Cannes,
qui a été je dirais, l'œuvre de visionnaire aussi, hein. Heu, on a envie, on a eu envie, on a toujours envie, de voir aussi, bah, cette offre, heu, panafricaine qui est Mhm. importante, celle de l'Afrique, heu, des Afriques et de sa diaspora. Et d'autres également qui s'intéressent au continent ou qui s'intéressent tout simplement à la culture panafricaine. Et pour moi, c'était important. C'était important aussi de pouvoir offrir ce festival-là aux Canois, à ceux qui m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de partager, de vivre ensemble. Parce que là, aujourd'hui, on a du mal parfois avec le vivre ensemble, mais Cannes a été, et je pense, restera une belle expérience, hein, pour ceux qui ont vécu, qui ont traversé je dirais, cette phase dans ces créations. Bah, moi, j'ai apporté ma contribution avec Nord-Sud Développement, que je préside. Je suis également président de l'association Village du Suquet, qui est aussi, je dirais, euh, l'âme de Cannes, qui est quand même cet espace où les murs nous parlent, en fait, hein. Et donc, c'est important, tout ça. Tout ça, ça fabrique l'être que je suis. Et, et qui a toujours envie de pouvoir partager. Le Festival international de film panafricain est né avec cette énergie justement de ramener dans cette capitale du cinéma mondial, dans ces bagages-là, cette Afrique. Mais cette Afrique, en fait, en partant d'une conception particulière, en considérant, ouais, tiens, c'est panafricain. Et puis bon, les gens, au départ, en 2015, qui ne savaient pas trop ce que ça voulait dire, certaines personnes tout au moins, qui n'étaient pas dans une énergie de voir un peu les conceptions, la composition du monde, les cultures du monde. Donc, ils ont découvert aussi cette expression. Et c'est vrai qu'en France, elle était un peu connotée dans le monde francophone. Et petit à petit, on a commencé à découvrir. Et comme la France est aussi l'autre terre du reggae, parce que c'est vrai que le reggae racine a eu beaucoup d'impact en France, à cette époque-là où il y a justement ces leaders, je parle de Max Romeo qui nous a quittés aussi, mais qui est aussi l'un des grands chanteurs de reggae, compositeur et surtout également fermier avec un style rasta qui était important. Mais tout ça pour revenir à cette conception de, 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 de l'ambiance dans laquelle on vit et puis de ce qu'on a envie de partager, quoi. Et Bon, pour le partager, donc, on a à offrir donc ces images, hein, qui nous viennent tout au moins de ces réalisateurs panafricains. alors Basile, avant de passer la parole à ma jeune consoeur qui va vous poser quelques questions, j'adresse d'abord une pensée lumineuse à Manu Dibango, Mhm. Très qui a été important. un excellent, si tu veux, moteur de la musique Bien sûr, africaine. bien sûr, bien À sûr. Mobé, qui est décédé il n'y a pas très longtemps non plus. Oui, Et à Suzanne Kaloé, qui a été une très grande journaliste. Je salue aussi ceux qui sont encore vivants, des gens comme Gomu ok, Dieudonné, bien qui a quand sûr, même été quelqu'un ici, un grand entrepreneur. bien sûr. Je salue Madame Inès Laure Canto, qui est toujours une femme chef d'entreprise. Elle est passée ici sur le plateau. Mhm, Et je salue des jeunes journalistes comme Aziz Moundé, que tu connais très bien. Je salue la doctoresse Joyce Otto, qui elle-même est architecte. Et quand souvent nous nous retrouvons dans les débats pour valoriser les femmes, elle sait de quoi elle parle. mhm. Donc, je salue tout ce beau monde parce qu'il faut que le continent avance. Maintenant, quand nous faisons, il m'est arrivé souvent quand je vais au Cameroun de faire, à travers le festival qu'organise notre ami Jean-Jacques Ekendi, ça s'appelle le festival de Douala, Ok, Festival international de Douala. Et c'est là où réellement, quand on fait ce festival, je découvre les masques, les bijoux, les femmes qui ont ce que j'appelle le patriotisme camerounais dans l'âme. J'ai vu ça pendant le festival de Douala. Aujourd'hui, ce même Cameroun peut encore apporter mieux, Mhm. plus fort, plus haut.
On est là pour ça, Basile. Et c'est pourquoi je voudrais que ma jeune consoeur, elle appartient à la nouvelle bien génération. sûr. Oui, qu'elle donne son regard sur d'abord ce que c'est que le Cameroun moderne et ce que nous attendons de ses autorités politiques et économiques. Alors, ma chère consoeur, pose des questions à la génération, à la vieille génération. Vas-y. La vieille génération, je dirais plutôt la génération qui nous donne nos bases et qui nous donne l'impulsion pour pouvoir aujourd'hui être présente et s'exprimer. Et ça, c'est important. Donc, merci beaucoup, Lanciné, pour cela. Et moi, ma question, c'est que, voilà, comme l'a exprimé Lanciné, le Cameroun est un pays riche et vraiment divers en termes de culture. J'ai renoté dans ce que tu nous as expliqué justement sur le festival, le FIF panafricain qui n'est pas rien. Les mots-clés comme justement paix, culture, le vivre ensemble, la diversité. Et moi, je voudrais savoir justement, parce que tu nous dis que ça fait 22 ans. Donc, tu es arrivé en France, tu nous dis, dans les années 80. 83. 83. Mais voilà, dans les années 80. Le festival, tu le montes du coup en 2003-2004. 2004, celui-là en 2004. Mais bon, avant, il y avait déjà pas mal de choses. Voilà, il y a eu des initiatives. Il y avait déjà pas mal de choses. Parce que, en quoi ton identité camerounaise, parce que ce que tu as fait là avec le festival est quand même avant-gardiste pour nous, notre communauté, et surtout en lien avec l'émission qu'on a récemment faite avec Eric Ponemochi pour parler justement de l'impact du cinéma africain un peu dans le monde. En quoi justement ton identité camerounaise qui se reflète, je pense, aujourd'hui pour nos jeunes générations, t'a aidé à pouvoir justement, je pense, ouvrir des portes ou même les forcer. Parce que le Cameroun, pour moi, ce que je tiens quand même à notifier, ce que je trouve beau, c'est quand même, c'est le pays de la coexistence, peu importe ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que lorsqu'on t'en parle, et surtout même quand d'autres personnes t'en parlent, ce qu'on va mettre en avant, c'est que tout le monde y est représenté. Peu importe la religion que tu pratiques ou même voilà, au niveau de sa richesse, de plus de 250 ethnies. Voilà, on appelle le continent. Aujourd'hui, on est dans une jeunesse qui se veut active et même proactive, qui repart dans ses racines. Mais pour toi, justement, en tant qu'entrepreneur de la culture et qui aujourd'hui a su asseoir depuis 22 ans le Festival international du film panafricain, en quoi tes racines camerounaises t'ont aidé à aujourd'hui être encore debout, solide, et nous permettre de nous représenter tel que tu le fais, mais à travers le monde. Parce que le Cameroun étant aussi francophone et anglophone, le festival aussi représente sa diaspora, mais dans son ensemble. Donc, quelles sont voilà, si je veux dire, quelles sont les valeurs camerounaises, ou du moins ce que toi, tu peux nous en dire à nous, jeunesse, qui te permet aujourd'hui fièrement de pouvoir organiser la 22e édition du Festival international du film panafricain. Alors là, je dirais, c'est le fond même, hein, donc on rentre un peu dans les racines. Alors comment est-ce que les valeurs camerounaises ont pu m'aider? D'abord, je partirais sur une dynamique très traditionnelle, en fait, hein, dans laquelle on a été aussi élevé, mais entrepreneurial aussi. Bon, je dirais, j'ai toujours eu la chance de naître en Afrique, j'ai eu la chance de naître au Cameroun, j'ai eu la chance de naître au Sawa, de naître au Douala, parce que c'était des périodes aussi où il y avait une énergie, où on avait cette manière de nous apprendre à entreprendre, en fait. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu plus justement naître Sawa et Douala pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que ça peut incarner, ce que ça peut donner, c'est une culture que j'ai pu épouser, donc je dirais au bon moment, c'était pas compliqué. Mais alors c'est la culture Sawa, la culture Douala, bon c'est d'abord une langue, c'est un pays.
c'est ce qu'on peut appeler le Sawaland, hein, qui englobe quand même une bonne partie aussi du Cameroun, parce que c'est quand même tout le littoral, hein, de Campo-Amanfé. Donc tout ça, ça fait partie évidemment d'une culture commune aussi. Donc parce que le Cameroun, je dis toujours, c'est le continent, parce que c'est aussi plusieurs royaumes qui sont là, parce que les gens ont tendance à croire que cette phase de racines, je parlerai plutôt en termes de racines, ces traditions sont mortes parce que il y a des espaces urbains. Non, mais ces traditions existent. Et je dirais que même ces traditions sont nécessaires pour pouvoir gouverner un pays comme le Cameroun. Et on sait évidemment comment ça se passe généralement, le poids, évidemment, des rois, des chefs, dans ce fonctionnement, hein, de ces pays-là, ou de ce pays-là, hein, le poids, et surtout également l'incarnation de cette tradition par le peuple lui-même. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, lorsque je parle effectivement de la culture Sawa, donc il y a des principes qui sont pour moi, des principes fondamentaux, hein. Il y a des mots qui sont phares, comme l'atako, qui veut dire vivre ensemble, ndolo, donc l'amour. Donc ça c'est, dans cette tradition-là, il y a cette envie justement de donner à l'autre, de recevoir l'autre, d'accueillir l'autre. Et puis bon, là aussi, c'est un port. Donc à partir du moment où je parle de Douala, là, je peux aussi avancer. À partir de ce moment-là, donc il y a cette ouverture à l'accueil de l'autre, hein, à recevoir, à donner aussi, parce que ça aussi c'est-à-dire que jusqu'à encore un moment donné, bon là après évidemment les nouvelles générations ont vécu peut-être des choses de façon différente, mais il y avait toujours cette culture du don en fait, hein, et d'ouverture aussi. Et parfois ça peut être pénible, parce que ça peut être aussi à un certain moment donné considéré comme une faiblesse. Donc, mais il faut pouvoir gérer tout ça. Mais il y avait aussi cette posture aussi, qui est une posture d'une noblesse éternelle, parce que finalement, lorsqu'on voit dans la culture Sawa en général, tout le monde est noble dans l'histoire, ou presque. Donc, ce qui veut dire par là que d'un côté, à part, donc là c'est une lecture aussi que je mets aussi à ma sauce dans ce que j'ai pu tirer de tout ça, à part évidemment, je dirais, les ancêtres, et Nyambé, il n'y a personne au-dessus de l'autre. Donc après, on reconnaît la place, évidemment, comme on dit Nya-Assam, des rois, et ainsi de suite. Donc il y a toute cette tradition de liberté, comme on dit toujours, Muna Wonja. Je suis un être libre. Hein, donc entier dans ça. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on sait, et le nom aussi. C'est vrai que je dis toujours, et je m'appuie dessus, en donnant évidemment la possibilité. Je sais que mon nom peut paraître pour certains difficile à prononcer, Nganga Ebele, Ongange Ebele, comme on veut, mais quand on a justement ces tons-là, on se met dans la posture de rencontrer l'autre, le nom n'est pas difficile à prononcer. Et donc ça, pour moi, c'était important. Et ça a été important de le dire à mes concitoyens français d'origine européenne ou d'autres origines, parce qu'on a tendance parfois à négliger cet aspect-là, qui est quand même un élément fort dans l'identification de l'autre, dans la reconnaissance de l'autre. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le rejet, on va à la rencontre de l'autre. Je sais effectivement que c'était important. Et parce que je voulais pas non plus que nos descendants puissent vivre la même chose. Moi, je me souviens parfois au lycée, les collègues, parce que je suis prof aussi aujourd'hui, parfois butaient sur mon nom. On était encore, bon, dans les années 80, on restait quand même avec aussi une manière de vivre ensemble, du savoir-être, du savoir-vivre, qui était important. Donc, on appelait les élèves par leur nom et non par leur prénom. Bon, il y a eu cette évolution-là qui dérange jusqu'à aujourd'hui. Moi, je continue à appeler effectivement les élèves par leur nom. Et je trouve ça que c'est normal, parce que c'est un élément identifiant, c'est un élément important. Donc, tout ça, pour revenir évidemment
à cette Afrique qui m'a donné justement cette capacité d'impulser, d'entreprendre. Et on va se rendre compte, mais alors, là j'ai parlé effectivement de la culture Sawa, qui avait justement aussi cette culture qui nous donnait cette possibilité de nous construire. Parce que je me souviens, je te prends un exemple, par exemple, lorsqu'on était petit, on avait cette faculté de construire, de bâtir, d'apprendre à bâtir. Donc, ce qui est déjà important, mais pour certains, peut-être que c'est passé comme ça, c'est-à-dire on a reçu les mêmes choses, mais on les a pas forcément exploitées de la même manière. Mais pour moi, c'était important. Tous ces éléments-là, nous apprendre à bâtir, nous apprendre à construire. Et c'était très important. Donc ça, c'est des choses qui, pour moi, ont marqué. Et je veux dire que ce qui s'est passé là, bon, chez les Sawa, on retrouve ça aussi chez les autres. Et en même temps, ce Cameroun-là a réussi quand même à bâtir une forme d'unité. Et surtout également parce que c'est un pays qui fonctionnait dans tous les sens du terme. J'ai oublié de parler tout à l'heure de l'éthique. C'était quelque chose qui était fondamental aussi dans cette culture-là. Donc la parole est importante. Quand on la donne, on la retire pas comme ça. On n'a pas besoin de faire 10 000 formulaires, 10 000 contrats, mais on a besoin justement de donner cette parole-là. Et nos ancêtres, dans l'ensemble des ancêtres africains, on avait toujours eu cette parole-là. Et qui pouvait nous conduire, malheureusement, parfois à la mort. On a vu l'engagement de certains par rapport à ça, jusqu'à, comme disait Sankara, la patrie de la mort, on vaincra. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire que d'un côté, l'environnement était nécessaire aussi. L'environnement permet aussi de façonner les êtres. Et à partir du moment où on a un pays qui est aussi riche dans sa diversité, dans ses cultures, dans ses forces culturelles, on ne peut que tirer le meilleur de tout ça. Et je pense que le Cameroun a été pendant très très longtemps le grenier de l'Afrique aussi, enfin l'Afrique centrale tout au moins, pour ne pas m'étaler. Et surtout d'avoir eu aussi ces moments de fierté où le pays atteignait l'autosuffisance alimentaire. Et ça, c'était important. Savoir évidemment qu'on peut générer, on peut tirer de son sol ce qu'on va avoir dans nos assiettes était quelque chose de fondamental. Ce qui faisait que d'un côté, et puis bon, cette dynamique entrepreneuriale était tellement généralisée, de telle sorte que lorsqu'on voyage à travers le monde, on les rencontre un peu partout. Et ça, pour nous, ça a été... Et puis bon, c'était impulsé, c'était entretenu aussi. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'aspect politique, ça c'est autre chose, mais il y avait quand même cette culture entrepreneuriale, de se réaliser, de savoir qu'en fait... rien ne peut nous arrêter à part nous-mêmes. Lorsqu'on a envie de réaliser quelque chose, d'entreprendre, et de savoir que d'un côté, on peut d'abord compter sur ses forces aussi, pour pouvoir arriver à finaliser ce qu'on a impulsé, quoi. Donc c'est une culture aussi d'un pays. Et je dis encore, l'environnement façonne. Ouais. L'environnement façonne. Et les modèles aussi façonnent. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des Manu Dibango, mais on va se rendre compte que, bon, par exemple, dans le domaine de la musique, il y a plein de créateurs, de réalisateurs. Ils avaient surtout ces collectifs qu'ils mettaient en place, par exemple. On va se rendre compte que, évidemment, la musique camerounaise a gouverné le monde aussi, fin des années 60, 70, 80. Elle était une musique qui avait son nom à dire, quoi. Son mot à dire, pardon. Et ça, c'est important aussi. Je pense que d'un côté, l'école Manu Dibango a été une très, très grande école à travers toute l'Afrique. Donc, c'est un pays qui se dit encore, les données ne sont plus les mêmes. Il y avait aussi pour moi, je ne prends que les choses, mon expérience personnelle, il y avait ce sentiment d'appartenance qui était très fort. Est-ce qu'on le retrouve encore aujourd'hui? Il faudrait travailler pour le retrouver. Mais en fait, les ingrédients étaient là pour avoir ce sentiment-là. Tout s'entretient. Donc, à partir du moment où tout s'entretient, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se remettre en place. Mais il faut de nouveau fabriquer. Parce que ça se fabrique aussi. Comme on dit, ce mieux vivre ensemble, cette envie de partager ensemble, cette envie de communier. Je pense que d'un côté, la culture a une énorme, je dirais, une part d'impulsion par rapport à tout ça.
Hein, donc il y a tout un travail à faire. Notre génération avait beaucoup de salles de cinéma à disposition, donc c'est déjà pas mal. Donc, rien que en prenant cet aspect-là, ça montre dans quel pays on vivait, quoi. C'est-à-dire que on pouvait sortir la jeunesse vivait cinéma à longueur de journée. On avait cette possibilité d'aller à la rencontre des autres. Que s'est-il passé justement il faut aujourd'hui pour nous, poser des notre questions. jeunesse, qui, à contrario, on vit une évolution justement du monde, une évolution de la façon de la consommer. Quand tu fais appel justement des valeurs que tu as justement éclairées, je trouve qu'on les retrouve encore dans notre jeunesse, Bien sûr. que ce soit la jeunesse camerounaise ou Heureusement. même la jeunesse africaine, Heureusement. si on veut s'élargir, que ce soit sur le continent ou sur la diaspora. Mais du coup, que s'est-il passé pour que... voilà, parce qu'on parlait rien que des cinémas. Aujourd'hui, on en a moins. Donc, que s'est-il passé Ça pour commence que- à repartir un peu. Avant, il y avait quasiment plus rien. Ouais. Que s'est-il passé? Il faut tout entretenir. Lorsqu'on n'entretient pas, ça disparaît. Hein. Et lorsqu'on n'entretient pas, l'esprit va voguer, va chercher, va retrouver plutôt une régression, malheureusement, et ça donne ces vides-là, quoi. Ça tue évidemment l'acquis. Tout doit s'entretenir, c'est tout. Je pense qu'il y a eu, je ne vais pas entrer dans le jugement, mais je peux le dire, il n'y a pas eu forcément un suivi. Il n'y a pas eu d'impulsion d'une dynamique allant dans ce sens-là. Il n'y a pas je pense que chacun doit faire son bilan, quoi. Dès que chacun fera son bilan, on saura, mais on le sait. Mais il n'y a pas eu de dynamique, parce que si évidemment on se retrouve sans salle de cinéma, ça veut dire que politiquement, il y a un échec quelque part. Hein, voilà. Alors, dans cette volonté de sursaut à la fois cinématographique, culturel et économique, quels sont d'abord vos rapports, vous, avec FESPACO, qui quand même a fait ses preuves à Ouagadougou, un pays avec des moyens limités, qui a le courage de lancer FESPACO avec des prix, des trophées. Vous, en tant que Camerounais, spécialiste du cinéma, quels sont d'abord vos rapports avec le FESPACO? Les rapports sont des rapports de convivialité, de partage, dans tous les sens du thème, d'avoir aussi cet objectif commun, hein, qui est un objectif d'élévation. À partir du moment où on est, et puis c'est des anciens, on suit leurs traces en fait. Hein. Donc il y a déjà ce côté-là qui est important. C'est un modèle aussi. Hein. Donc à partir de ce moment-là, on est là, on essaye de faire en fait, d'être un peu à la hauteur, de pouvoir aussi entretenir cette flamme-là. Donc pour nous, c'est quelque chose de normal et de naturel d'avoir le FESPACO comme référence. Très bien. Alors, une autre question. Quand je suis arrivé en France, je ne savais rien de Sidney Bechet. Rien. Oui. Je ne connaissais rien de lui quand je suis arrivé en France. Oui. Un jour, il y a un très grand confrère qui s'appelle Serge Julie. Oh. Oui, on a le même âge. Je me souviens. Et nous étions oui, on a le même âge. On était considérés comme des gauchistes. J'arrive en France, je rencontre ce jeune gauchiste qui était d'ailleurs très lié à Jean-Paul Sartre. Et un jour, Serge Julie me dit, camarade, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, camarade, nous avons reçu des billets pour aller assister au concert de Sidney Bechet. Donc, il faut que tu ailles. Puisque tu es africain et que pratiquement tu es lié à Sidney Bechet. J'arrive là-bas, à ce concert, je vois un grand monsieur, sympathique, plein d'humour et réellement plein de talent. Et alors, entre deux pauses, parce qu'il fallait de temps en temps qu'il prenne qu'il se repose pour reprendre encore des sauts, et je vais voir Sidney Bechet. Il me dit, mais on m'a dit que vous êtes africain. Je dis, oui, depuis Conakry. Il me dit, oui, le pays de Sékou Touré. Je dis, oui, le pays de Sékou Touré. Et Sidney Bechet, qui est un homme de culture
réellement connaissant l'Afrique, parce qu'il avait l'amour de l'Afrique dans le sang, il me dit, mais c'est le pays de Samori Touré. Je dis oui. Grand maître, parce que je l'appelais mon maître, il me dit non, je ne suis pas si grand maître que ça. Samori Touré, on connaît son histoire. Alors, si je peux aller un jour en Guinée, il faudrait que j'aille sur les traces de Samori Touré. Alors, c'est-à-dire que même les Sidney Bechet, qui ont été de très grands talents, qui ont été reconnus ici, puisque moi-même j'ai son disque d'or, ce sont des gens qui ont marqué les esprits. Bien sûr. Et moi, ce que je souhaite par-dessus tout, et c'est ce que je dis à la nouvelle génération, soyez mieux que nous. Soyez des hommes à part entière, des femmes à part entière, des jeunes à part entière. C'est-à-dire ne pas être là pour dire l'assistanat, si les autres ne disent pas ceci, moi je suis cela. Non. Nous devons créer, inventer et être fiers de ce que nous faisons et non pas de ce que les autres nous apportent. Donc, ton film à Cannes, nous y serons. Mais j'espère. J'espère. C'est fait pour. Nous y serons. Maintenant, je veux savoir si réellement ce qu'on appelle le socle de ce renouveau, si ce sera ce départ à Cannes, parce que les grands films projetés à Cannes, avec, si tu veux, des prix énormes à Cannes, je me souviens, pour la petite histoire, quand Obama, ah oui, c'était à Deauville, quand Obama est arrivé, quand il était, je crois que c'était au deuxième mandat, il est allé à Deauville, où il y avait le machin, la commémoration de la libération, etc., etc. Je me souviens de ça. Je te cite ça parce que, à l'époque, Obama, quand Sarkozy a voulu instrumentaliser, si tu veux, Obama et en même temps celui qu'on appelle le président Ouad. Ouad, c'était le président sénégalais qui était l'ami à Kadhafi, qui a reçu d'ailleurs beaucoup d'argent de Kadhafi, puisque Kadhafi, pour la petite histoire, donnait de l'argent à tous les Africains, à tous les États africains. C'est pourquoi d'ailleurs j'honore sa mémoire, parce que sa richesse, il donnait aux Africains. Alors, Obama, Sarkozy a forcé Obama à serrer la main du fils de Ouad, qui s'appelle Karim Ouad. Il a forcé. Oui, oui, tu peux voir le film à Deauville. Donc, Obama était obligé de serrer la main à Karim Ouad, le fils du président Ouad, parce que le président Ouad voulait que son fils le remplace. Alors, une fois que tout cela ça a été fait, c'est ça, instrumentalisé parfois par les médias et autres. Une fois que ça a été fait, Ouad, le président, il est encore vivant, me dit, tu vois, toi, tu dis que mon fils ne sera jamais président. Écoute bien, je fais ça rapidement, pour la petite histoire. Tu as vu que Obama a fait tout, Sarkozy a tout fait pour que Obama serre la main à mon fils. Alors, j'ai dit que c'est pas gagné, Monsieur le Président. C'est pas parce que Obama a serré la main à Karim Ouad qu'il va devenir président de la République. Autrement dit, le peuple camerounais est souverain. Le peuple camerounais doit choisir l'homme qu'il faut quand il le faut. Et il y a les élections présidentielles en octobre, sans politiser quoi que ce soit. En 2025, au mois d'octobre, il y aura l'élection présidentielle. J'espère que ce sera le meilleur qui gagne. Sans politiser, votre regard là-dessus, cinéaste camerounais, panafricain. Moi, c'est vrai que d'un côté, le Cameroun passe une période assez particulière, celle des élections en cette année 2025. En fait, bon, moi, en tant que, je dirais, une personne qui de la diaspora, qui a un regard un peu particulier sur cette politique-là, je vous avoue que je me suis posé une question, est-ce que ce pays est apte à pouvoir faire des élections actuellement? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de se poser et d'enclencher en fait je dirais une discussion nationale, un projet national, une manière de se projeter dans le temps et d'être un peu plus visionnaire, parce que finalement aujourd'hui, quand je regarde, je me demande qu'est-ce que ces candidats vont proposer à la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce qui va changer au Cameroun? Parce que d'un côté, je pense qu'on a besoin d'être en confiance. Est-ce qu'aujourd'hui cette confiance existe?
C'est ça la question. La question est là. Et je pense que on n'est pas obligé de pouvoir se positionner comme les autres, en fait. On peut aussi être une belle fabrique d'une manière de dire la démocratie, de la lire, de la vivre et d'impulser. Le Cameroun est un pays qui, comme on dit toujours, qui a été béni par les ancêtres. C'est un pays qui a tout et qui a des compétences extraordinaires, qui a une jeunesse qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va offrir à cette jeunesse-là? Quelle garantie? Est-ce que parmi tous ces candidats, est-ce que il y en a un qui va se dégager et qui a une certaine vision du monde? Quel est le projet de société? C'est là donc je me pose cette question-là. Donc c'est vrai d'un côté que bon, on va élire, on va faire des élections, mais faire des élections pourquoi? Quel est le projet de société? Je veux dire que chaque candidat doit nous apporter son projet de société. Parce que ces gamins-là ont vécu quand même depuis des années. Il y en a certains qui sont nés dans la misère alors qu'ils sont nés pour réussir. Ils sont nés pour être des merveilles du monde. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Moi, je me pose cette question-là. Absolument. Et j'ai besoin justement de réponses de ces visionnaires-là, parce qu'il faut qu'on soit responsable. Et être responsable, c'est de savoir effectivement que on travaille pour l'intérêt général et non pas pour un intérêt individuel. On n'a pas besoin uniquement des personnes qui vont devenir milliardaires parce qu'ils ont été évidemment au pouvoir. C'est pas ça la question. La question est tout simplement un pays, c'est aussi une manière de se penser, de se vivre et surtout de se projeter dans l'avenir, parce que nous sommes dans la transmission. Quel est l'intérêt de passer sur Terre, de ne pas transmettre? Quel est l'intérêt d'être là uniquement un jusseur? Basile, tu es un sage, mais je vais te dire quelque chose. Quand Ahidjo, le premier président, est allé en exil à Dakar, j'ai eu le bonheur de le rencontrer. Et ce qu'il m'a dit, parce qu'il était meurtri, je te dis ça sans envenimer quoi que ce soit. Bien sûr. Il était meurtri. Il me dit, camarade, on m'a fait ce qu'on appelle un coup d'état de santé. Il dit, le médecin me dit que j'en ai pour 6, 7, 1 an à peine de vivre. Parce que il m'a dit que j'avais le cancer de la gorge. C'est ce que Ahidjo m'a dit. On a dit que j'avais le cancer de la gorge et que j'avais pour 6 mois, 1 an à peine. Alors, je passe la main. Ce que je dis là, c'est pour apaiser. C'est pour l'histoire. Il dit, je passe la main à mon meilleur premier ministre, en la personne de Paul Biya. C'est ce que dit Ahidjo. C'est pas l'ancien camarade qui l'invente. Je passe la main à mon meilleur premier ministre, qui est donc Paul Biya. Parce que j'avais une totale confiance en lui. Et je pensais que c'est un ancien séminariste. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ahidjo qui dit. C'est un ancien séminariste, pétri de patriotisme, de fraternité et d'humanisme. Je lui passe la main et après, je vois que je ne meurs pas. Au bout de 2 mois, 6 mois, 1 an, je ne meurs toujours pas. Ah oui, non, Ahidjo. Non, Ahidjo, c'était quelqu'un qui était meurtri quand il me disait ça. Je ne suis pas mort et j'ai même voulu à un moment donné reprendre le pouvoir. Malheureusement, mon premier ministre était très bien placé, il m'a empêché. Ils ont dit, voilà, lui et son entourage, vous avez passé la main, c'est terminé. Et c'est comme ça, meurtri qu'il est, il est venu à Dakar. Et puis, il est resté jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien sûr. Moi, j'aurais aimé, sans envenimer quoi que ce soit, que son corps retourne. Ah oui, bien sûr. Ce n'est qu'une proposition. Ce n'est qu'une suggestion. Attention, hein, soyons très clairs. Que son corps retourne au Cameroun, si les Camerounais et les autorités le veulent bien, et qu'on essaye de lui rendre hommage. Est-ce que ça, c'est trop dit? Est-ce que c'est un peu, disons, provocateur? Ce qui ne me paraît pas du tout être provocateur. Qu'est-ce que tu en penses avant de passer à la jeunesse la parole? Qu'est-ce que tu en penses? Le retour du corps d'Ahidjo. Je pense que d'un côté, c'est des choses qui sont actées, quoi, et que bon, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Mais non, je ne suis pas décideur. Bien sûr. Donc je laisse. Non, mais ce qui est normal, c'est de permettre
Bah, je pense que d'un côté, lorsqu'on est dans l'ancestralité, dans cette manière de se concevoir, dans son africanité, c'est aussi de savoir aussi que bah, le corps et l'âme ont besoin aussi de paix. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, retourner au pays, bah, je pense pas que ça pose un problème majeur là-dessus, mais il faudrait tout simplement que bah, ceux qui ont le pouvoir de décision puissent le décider et accepter. Je dirais que la chose se fasse. Mais je pense que d'un côté, ça pourrait faire beaucoup de bien au Cameroun. Je pense que ça peut apaiser beaucoup de choses. Nous avons besoin d'une dynamique de paix. Bah, la paix se fait aussi par des actes forts. Et ces actes forts-là font partie de cette acceptation, ou je dirais de cet encouragement à ce que bah, le corps et l'âme puissent se reposer sur la terre des ancêtres. Tu es un sage, Basile, tu es un sage. Alors la jeunesse. Ben, que dire quand on a deux sages qui parlent à ses côtés? Je pense que ce serait très présomptueux de rajouter. Après, il me semble qu'un des candidats a mentionné ce fait lors de sa conférence de presse pour annoncer sa campagne. Donc l'idée est déjà évoquée. Et si elle l'est, que tu le rementionnes à nouveau aussi, Lanciné, c'est que sûrement, comme tu dis, le corps, l'âme et l'esprit doivent se reposer. Mais sur ce point, je pense que la jeunesse aimerait entendre justement ses pairs, ses doyens s'exprimer. Et pourquoi pas recevoir sur ce plateau ceux qui auront peut-être le pouvoir de nous répondre. Je pense que c'est le mieux. En tout cas, pour nous, la jeunesse. Ben, c'est important. Je pense que d'un côté, pour cette jeunesse, il faut apporter des réponses concrètes, quoi. Et surtout, elle est dans l'attente depuis très longtemps. Elle a besoin de vivre aussi. On est venu sur Terre pour être heureux, quoi. Il faut lui donner cette possibilité de vivre dans un environnement où le bonheur est quelque chose d'accessible. C'est pas une question uniquement matérielle, mais c'est d'abord une question de bien-être. Moi, je vais même plus loin. Je souhaite que si c'est le président Paul Biya qui est élu démocratiquement avec de nouveaux projets, réconcilier les Camerounais, renforcer la culture camerounaise, je souhaiterais, c'est une proposition, que le prochain festival mondial des arts nègres, après le Sénégal, Senghor l'a fait, le président Wade l'a fait. Il y a eu le festival mondial des arts nègres qui a été fait par Senghor, parce que c'est un pays de culture. Après, Wade l'a fait en 2010, ça a été un grand succès. Je souhaite que celui qui sera élu démocratiquement, organise au Cameroun, pays de culture, le Festival mondial des arts nègres. Pourquoi? Parce que sans la culture, nous ne sommes rien. Bien sûr. Donc, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025, voilà une proposition concrète qui n'a rien de, si tu veux, de léger. Festival mondial des arts nègres à Yaoundé, sous l'autorité du président de la République qui aura été élu en 2025. Cher ami, qu'est-ce que tu en penses? Oh, ben, je pense que à partir du moment où c'est de la culture, ça ne peut qu'apporter, je dirais, une belle énergie. Donc, il y a pas de, pour moi, c'est quelque chose de normal et naturel. Il faut entretenir les cultures africaines. Il faut, évidemment, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de ce type de projet, effectivement, après les indépendances africaines. Bon, on connaît bien le premier festival panafricain, qui s'est tenu en 69 à Alger. C'est ça. Et il y a eu Makeba. Oui, voilà. Donc, je suis d'un côté, c'est quand même des personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, quoi. Exactement. Donc, pour moi, ça ne peut être que du bonus, hein. Ça ne peut être que quelque chose qui permet encore peut-être de fabriquer, enfin, même pas peut-être, mais réellement de fabriquer du mieux vivre ensemble. Donc, pour moi, c'est naturel, c'est normal. Donc, je
je vote pour. Hein, j'ai déjà pris l'option donc, pour pouvoir vivre ces moments forts. Et puis, il faut fabriquer de la culture. Ça, c'est important. Et Parce que nous c'est nous très sommes la important. culture, c'est surtout c'est ça. C'est que nous sommes la culture. Oui, nous allons même lancer un film Mireille Makeba. Évidemment, il nous faut de l'argent. On va faire des conférences de presse pour des levées de fonds. Bien sûr. Parce que Mireille Makeba, avec très peu de moyens, a quand même fait voir ce que nous sommes comme de grands humanistes. C'est-à-dire, nous Exactement. ne sommes pas des revanchards. Bien sûr. Oui, Mireille Bien Makeba sûr. était Bien sûr. très humaniste, femme, responsable, et capable justement de prouver qu'on a autre chose à faire que de nous entretuer, que de nous Bien sûr. Bien entre-déchirer. sûr. Bien sûr. Et c'était son combat. Donc, nous allons faire un film dédié à Mireille Makeba, à son parcours, à ce que j'appelle son message profond. Exactement. L'unité, la possibilité d'émerger. Je le dis une fois de plus, on ne peut pas avoir autant de mines d'or, de mines de diamants, de puits de pétrole, et être le dernier de la classe. Donc, nous allons nous battre ensemble pour que ça change. Et c'est pourquoi je donne toujours la parole à la jeunesse qui est représentée par Laetitia, mon C'est un bras honneur. droit, si je peux le dire. C'est un Laetitia, honneur. qu'est-ce que tu penses de tout ça en tant que jeune fille? Bah déjà, d'une, pour moi, c'est un très grand honneur, mais je rejoins tout ce que tu dis, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui est consciente qu'elle est la culture. La jeunesse d'aujourd'hui est consciente qu'elle est une ressource, et l'une des premières ressources, puisque sans l'humain, comme on disait, bah, le reste arrive, on est quand même les gardiens de la vie, de la reproduction. La jeunesse est consciente aussi de ce que ses pères et ses doyens ont fait pour qu'elle puisse aujourd'hui s'élever. Mais pour moi, c'est comme tu parlais de racines. Lorsque tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'ériges. Et la jeunesse a besoin aussi, je pense, d'être entendue par ses pairs, de pouvoir tenir la main à ses pairs pour pouvoir se diriger vers l'évolution qui est en train d'être écrite et que nous écrivons en fait chaque jour de nos vies. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe là, avec la confiance qui nous est donnée, comme l'enseigné me donne aussi, c'est l'exemple que les lignes sont en train de changer, mais pour cela, on a besoin de la contribution de tous et de chacun pour pouvoir la voir se matérialiser comme Myriam Makeba nous l'a montré et comme beaucoup d'autres activistes nous le montrent ou nous l'ont montré depuis ces décennies. Tout à fait, hein. Voilà. Je pense que d'un côté, je dis toujours une chose, c'est que l'Afrique a une chance extraordinaire. C'est à la fois d'être l'un des continents les plus durablement développés. Elle peut l'être, hein. Et au-delà de ça aussi, d'avoir été le berceau des grandes femmes, des grands hommes, depuis déjà plusieurs générations. C'est-à-dire que pour un Africain, il y a tellement de modèles et de beaux modèles. Donc, que ce soit au niveau de l'Afrique ou de sa diaspora, on a parlé de Myriam Makeba, on peut parler de Lumumba, de Sankara, de Nkrumah, de Haïlé Sélassié, toutes ces personnages, tous ces hommes, ces grands humanistes ont travaillé et surtout, j'ai souvent tendance à titiller certains des nôtres en leur disant, mais écoutez, au moins je sais qui est moi pour moi. Non, mais c'est une réalité. Et je veux dire, j'ai pas besoin de faire un retour historique extraordinaire. Et même nos parents, même au-delà, voilà, tout simplement. même nos parents. Oui, vas-y. Non, mais c'est dire qu'on signe beaucoup de noms, mais c'est que la jeunesse se rend compte aussi que nos parents, nos ancêtres directs, justement, se sont sacrifiés. Sacrifiés, c'est le mot que j'aime. Que je dis parfois à regret, mais en tout cas, au-delà du sacrifice, comme tu disais dans les valeurs camerounaises tout à l'heure, c'est de savoir que tout part de toi et qu'à partir du moment où tu es conscient de tes ressources, de ton essence, tu arrives à le mettre à profit, peu importe l'adversité ou les challenges. Et c'est ça, pour moi, notre culture, c'est ça la culture de ce monde dans son ensemble, c'est cette diversité qui va au-delà même de notre communauté et pour laquelle on avance. Parce que pour moi, c'est pas un combat, c'est juste une continuité de ce qui a déjà été écrit. Bien sûr. Alors, on arrive à la fin de ce que j'appelle ce débat passionné
raisonnable, réfléchi. Donc, je te remercie, Basile, d'avoir accepté d'être sur le plateau. Nous restons à ton service. On peut même te reprendre quelques jours avant le festival. Et j'espère que les autres journaux, tous les journaux africains vont essayer de relayer le contenu de ce festival. Donc, à très bientôt et bon vent. Comment on dit? Bon vent. Basile, bon vent au Festival de Cannes. Notre télévision panafricaine internationale est à la fois, c'est une chance dans un monde difficile. Et cette télévision panafricaine, Africa Number One TV, est là pour que nous puissions ensemble avancer, aussi bien avec les Européens, avec les Américains, avec les Asiatiques, avec naturellement, et c'est très important, même les représentants de Trump. Si Trump, qui fout la merde aujourd'hui dans le monde sur le plan économique, qui a déclaré la guerre, si demain il y a un représentant de Trump qui veut venir s'exprimer et nous dire pourquoi il y a tant de désordre, il sera le bienvenu ici sur le plateau de notre télévision. Donc nous sommes ouverts à toutes les sensibilités. Nous sommes ouverts à tous les dialogues. Nous sommes ouverts à toutes les cultures. Ici, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes des humanistes en marche. Avec ce plateau et avec cette télévision, nous voulons bâtir un monde nouveau. C'est la raison pour laquelle existe Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. Le déboire du passé. Donc, merci beaucoup. À très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.